Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames. Ah non, pas mesdemoiselles, ça se dit. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers compagnons. Mon premier mot sera pour vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. En effet, alors que la France passe des moments difficiles, où les Français doutent, où ils écoutent les soi-disant élites leur expliquer que la France est trop petite, que la seule solution est de se fondre dans un magma mondialiste, une Union européenne de 28 États sans âme, sans voix, sans vision d'avenir, qu'ils doutent de leur identité, même face à la dictature des minorités, des communautarismes, de la France unique dominante, alors nous garantons d'une politique d'abaissement de la nation par des partis qui nous ont fait croire à un avenir européen radieux, que les compromissions, la corruption ont éloigné plus de la moitié des électeurs des urnes au nom du « tous pourris », il est rassurant de constater que des hommes et des femmes libres d'esprit se rendent à une réunion publique aussi nombreux pour écouter une autre parole. Je remercie mes colistiers d'être là, eux qui ont le courage de se lancer avec nous dans l'aventure des élections régionales. Je remercie Maxime Thiebaud, notre tête de liste, d'avoir pris la tête de cette liste de résistance, plus jeune tête de liste de France, mais tête aussi bien pleine que bien faite, et, comme le disait tout à l'heure le président, ayant peut-être même un peu plus de jugeote que certains politiciens chevronnés que nous voyons depuis tant d'années. Je remercie les élus locaux, maires, adjoints et conseillers municipaux qui sont là pour nous apporter un soutien qui nous fait chaud au cœur. Enfin, ce n'est pas sans fierté et un peu d'émotion que je souhaite la bienvenue à notre président Nicolas Dupont-Aignan, un homme que j'ai décidé de rejoindre parce que c'est un homme droit, un homme d'une honnêteté rigoureuse, une carrière d'homme d'État qui a une vision d'avenir, un projet pour une France forte, digne de son passé, mais croyant dans l'avenir. Ainsi, il nous faudra voter du 5 décembre pour des conseillers régionaux. Il semblerait que nous devions être une des régions où il y ait le plus de listes en quantité. Nous verrons bien le jour J si tous sont passés le stade d'avoir suffisamment de candidats et puis d'avoir l'argent, le nerf de la guerre, pour pouvoir se présenter. Mais, sans parler des petites combines, de savoir si Safia Autocoré ira avec le modèle ou si le Front de gauche ira avec les communistes, je crois que nous devons nous méfier une fois de plus de ne pas tomber dans le piège des trois grands partis dont on nous rebat les oreilles à longueur d'année à la radio, à la télévision. Et qui sont-ils et que vous proposent-ils? Il y a de nombreuses années, j'avais été voir Thierry Le Luron. Et puis vous savez, il rentrait toujours dans la salle en disant « Est-ce qu'il y a un socialiste dans la salle ?» Alors, je ne vous poserai pas la question parce que lui, il avait un gros avantage sur moi, c'est qu'il avait un comparse qui levait le doigt. Au moins, il y en avait un. Non, mes amis, nous ne voterons pas socialiste le 5 décembre. Parce que, en fait, quand on fait bien les comptes, le socialisme, c'est l'UMP plus l'UD en pire. Le 6. En beaucoup pire. Oh, pardon. Le 6 décembre. Pas le 5. Bon. En beaucoup en pire. On voit bien la catastrophe que c'est aujourd'hui. Je pense que les Françaises et les Français auront à cœur de leur mettre encore une belle fessée au mois de décembre. Il y a le Front National. Tous les jours, on voit Marine, etc., dans les médias qui sont aux ordres des grands capitalistes. Et puis, je ne parle pas des médias qui ne survivent que parce qu'ils reçoivent l'argent des subventions gouvernementales. Mais que font-ils? On nous dit, mais maintenant, avec Marine, ils veulent prendre le pouvoir, il n'y a pas de problème.
moi, je me pose quand même une grave question. Aux dernières élections cantonales, il y a eu un bilan Front National d'élu dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Très bien, il a été élu. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 mois après, le binôme homme élu a dit « Ah ben oui, mais moi, pour des raisons professionnelles, je suis obligé de donner ma démission. » Bon. Alors on s'est tourné vers son suppléant. Le suppléant a dit « Ah ben non, attendez-moi, j'ai signé le papier parce que j'étais suppléant, mais il n'est pas question que j'aille siéger au conseil départemental. » Donc, élection partielle. Et puis alors, il y a la femme qui est élue qui a dit ah ben, c'est comme moi. Quand j'ai signé le papier, je croyais être suppléant et je me suis retrouvé titulaire. Alors, je ne quitte pas le conseil départemental par respect pour mes électeurs, mais je démissionne du Front National. Alors, vous jugerez du sérieux de cette affaire-là. Et puis, il y a les LRD. Je pense qu'effectivement, il faut envoyer à Dijon cette équipe qui a été si brillante au niveau départemental, qui a si bien géré nos impôts. Domanis, 35 millions de déficit. Un rapport de la Milos fracassant. L'établissement public de coopération culturelle, 21 millions de déficit. Et un rapport de la Cour de la Chambre régionale des comptes saignant sur le manque de sérieux des choses. Sans parler des 400 000 € de matériel de musique qui ont disparu de Lyon en Seine. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une plainte pénale qui a été portée. Et puis, parlerons-nous de l'achat de l'ancien siège du Crédit Agricole. Un bâtiment des années 60, bourré d'amiante, un rideau, un gouffre énergétique. Je pense que je connais des miroitiers qui auraient mis 10 secondes pour dire qu'il ne fallait surtout pas acheter ce truc-là. 450 000 € de dépenses de chauffage par an, sans parler des 6 années à 500 000 € par an de rénovation du bâtiment, plus les 4 millions. Et puis après on nous dit ah oui mais attendez-moi, pour les transports scolaires gratuits, il n'y a plus de sous, etc., etc. Donc mes amis, surtout, si vous voulez que vos impôts à la région soient bien gérés, votez pour ceux qui ont si bien géré vos impôts sur les départements. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Non, soyons sérieux. Vous avez une équipe qui se présente à vous aujourd'hui. C'est ces gens-là qui seront les vigies, qui vont, telle la vigie qui regarde dans le brouillard l'iceberg, qui seront là pour voir comment sont gérés vos impôts, pour voir comment les budgets de communication, etc., sont gérés. Alors vous me direz, c'est bien bon, mais est-ce que vous avez un programme? Alors, je vais vous dire quelques phrases. Premièrement, je connais très bien Harry Potter. Harry Potter, j'ai eu beau lire et relire tous ses livres, je n'ai pas encore trouvé l'adresse du magasin Willy Wonder où ils vendaient les baguettes magiques. Donc, je dis simplement une chose. Vous avez des obligations, la région a des obligations. Il se sera donc à nous, bien entendu, de regarder là-dedans et de faire le mieux pour la région. Mais au niveau départemental au sein de la région, il y a quand même des choses importantes. Et bien sûr, il va falloir qu'on s'occupe de l'éducation, avec l'unité de Auxerre, etc. Il va bien falloir terminer la rocade, cette fameuse rocade qu'on attend depuis des années. Il va bien falloir qu'on s'occupe de l'aéroport d'Auxerre-Rouge. N'oublions pas que les circonstances sont favorables à un véritable développement de son infrastructure avec des salles de réception, etc. Il y a même un entrepreneur francilien qui a présenté un projet de recyclage d'avions.
Et puis, le dossier des transports ne saurait être oublié. Est-ce qu'on est sûr que nous devons électrifier 25 km de la Roche-Migène jusqu'à Auxerre? Alors que, si on réfléchit bien, quand les locomotives électriques arriveront à Auxerre et qu'elles ne pourront plus aller plus loin, ça veut dire que plus tard, on mettra des bus et ça sera fini pour le train. C'est une possibilité. Je dis donc, sans vouloir aujourd'hui prendre des décisions, qu'il faut absolument que nous remettions le dossier sur la table. Vous avez le tourisme, je ne vous parlerai pas des climats de Bourgogne de l'UNESCO, et enfin, bien entendu, le de la France ne pourrait pas ne pas parler d'aménagement du territoire, de ruralité, de lutte contre les zones blanches, de la promotion de nos PME et des TPE dans nos campagnes. Si elles n'ont pas Internet, c'est sûr qu'elles ne vont pas rester chez nous. Et autre exemple du jour. Donc, mesdames et messieurs, chers amis et compagnons, je nous compare un petit peu à ces Polonais qui vivaient sous le joug soviétique lorsque Jean-Paul II est venu leur dire « N'ayez pas peur ». Eh bien, aujourd'hui, les amis, je vous le dis, n'ayez pas peur. Avec Nicolas Dupont-Aignan, avec tous les cadres et adhérents de Debout la France, il est temps de vous détacher de ce système qui vous empêche, même pas à pas, au déclassement de notre pays dans un grand marché mondialisé. Accomplissez un acte de rupture avec ce système sans risquer l'aventure. Le 5 décembre, vous voterez pour la liste gaulliste, patriote et sociale, Debout la France. Merci Didier pour cette introduction très locale, et on ne pourra pas nous reprocher de ne pas parler des territoires. Merci Nicolas Dupont-Aignan de venir ce soir lancer la liste Debout la France pour les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez, si on est parti dans cette élection, c'est parce qu'il y a un moment, moi j'en ai marre de les voir se battre à gauche, à droite, de nous faire les feux de l'amour quotidien de la politique et de ne rien proposer aux Français. Vous les voyez en permanence à proposer de prendre telle personne, de prendre tel copain, de prendre telle copine. Mais elles sont où les idées? Elles sont où les actions concrètes? Il est où le projet? Ces choses-là ne nous intéressent pas. Le cynisme politique ne nous intéresse pas. Notre ambition à Debout la France, c'est de construire un projet avec des gens issus de la société civile, des gens issus du monde, des gens du quotidien, des gens du concret, des gens comme vous, comme moi, qui travaillons, payons des impôts et malheureusement n'avons pas le temps de parler parce que nous sommes occupés par des politiciens qui pensent plus à eux-mêmes qu'à nous. Ça, c'est le vrai problème. Donc nous avons décidé de faire cette liste, de la construire. Ça a été compliqué, mais les forces se sont vite rassemblées car nous avons le discours de vérité que les Français attendent. Moi, je veux être le candidat du concret, le candidat qui va défendre les services publics, le candidat qui va développer le TER. Il est inadmissible qu'il y ait de la piste dans un TER. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas l'électricité dans un TER. Il est inadmissible même qu'il n'y ait pas la Wi-Fi dans un TER. Comment voulez-vous que les industriels, comment voulez-vous que les chefs d'entreprise puissent se déplacer s'ils n'ont même pas la capacité de travailler correctement? Moi, mon objectif, c'est le concret. Mon objectif, c'est d'aider les élèves, c'est d'aider les étudiants, c'est d'aider les gens, finalement, à pouvoir vivre dans leur territoire. 400 000 ingénieurs ont quitté la France. Vous imaginez? C'est une fuite en avant totale. Et à côté, on accueille des migrants, sachant qu'on sera incapable de les insérer dans notre société parce que nous n'en avons plus la capacité économique. Comment voulez-vous qu'on arrive à sauver ce pays en laissant les mêmes au pouvoir? Einstein disait justement, ne demandez pas à ceux qui ont causé les problèmes de les résoudre, ils en sont totalement incapables. Demandez donc à d'autres de le faire, et nous sommes là pour cela. Donc moi, mon objectif, il est très simple. J'ai pris ma voiture, mes parents m'ont voulu, je leur ai mis des kilomètres, ah oui, j'ai pas non plus les moyens exorbitants des grands partis. Je suis allé voir les gens, j'ai convaincu des élus, j'ai convaincu des présidents d'associations, j'ai convaincu des chefs d'entreprise,
avec mon équipe, avec les secrétaires départementaux. Ça a été un vrai sacerdoce, mais nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de présenter nos têtes de liste départementales et demain, notre liste complète. Pour une raison simple, pourquoi on ne le fait pas ce soir? Parce que j'ai encore des gens qui arrivent et que nous ne sommes pas un parti d'opportunistes. Les gens viennent contribuer et disent bah, vous savez, si vous avez quelqu'un qui peut ramener plus de voix, parce que le but c'est de rassembler les Français, bah prenez-le à ma place. Moi je suis pas là pour vivre de la politique, je suis là pour incarner quelque chose à vos côtés. Et ça c'est très intéressant. C'est pour ça que nos listes on ne les présente pas maintenant. C'est pour ça qu'on n'a pas fait comme les autres partis politiques, dont le MoDem, qui après être allé voir Sarkozy, est allé se rendre chez les dissidents socialistes, trouver la cohérence politique chez cet homme. Nous ne sommes pas comme ça. Nous avons notre ligne, elle est ferme, elle est définitive. Nos idées nationales, nous les concrétisons maintenant au local. Et aujourd'hui, lorsque je suis allé avec Nicolas au CERN Expo et que j'ai vu ces nouvelles innovations, que j'ai vu ces nouvelles technologies, des jeunes qui avaient mon âge, 24 ans, qui développaient des télés 3D, qui développaient des choses différentes et qui me disaient, vous savez, notre gros problème, c'est qu'on a l'imposition, qu'on a la concurrence internationale et qu'on a l'administration qui nous tape dessus et qu'on est incapable d'avancer. Ben, notre objectif, c'est déjà de libérer les esprits, les initiatives au niveau interne et de se protéger à l'international. Et nous, à la région, ce sera d'incarner et de dire là, c'est inadmissible ce que vous êtes en train de faire, de taper du poing sur la table lorsqu'il le faudra et d'aller chercher ces énergies nouvelles afin de développer notre économie. Alors, une équipe s'est constituée, je vais les appeler à tour de rôle pour venir. Nous avons l'ensemble des départements qui est représenté. Je voudrais appeler tout d'abord le Doubs avec Jean-Claude Chaumette, ancien conseiller municipal de Besançon. Et Christine Besançon, et oui, elle porte le même nom que sa capitale, qui est l'un de ces ralliements de par nos rencontres, qui est la chef de l'opposition au conseil municipal d'Audincourt, une des grandes villes du Doubs, et qui a décidé, aux côtés de Jean-Claude Chaumette, de se battre dans ce département. Je souhaite inviter Benoît Foucault, dont vous avez présenté la candidature tout à l'heure, dans la Nièvre. Benoît Foucault est la plus jeune tête de liste, après moi. Il a 38 ans, c'est un cadre dans le secteur privé. Je veux inviter Corinne Bobard, tête de liste du Côte-Nord. Qui travaille dans le secteur médical et le secteur des... Précise-moi, j'arrive jamais en dessous. Oui, bon d'accord, c'est un gros mot pour dire qu'elle fait des recherches sur les cellules. J'appelle Jean-Christophe Murager, qui sera notre tête de liste sur le territoire de l'Est. Jean-Christophe Murager, qui comptera sur sa liste l'ancien député suppléant du Doubs, qui avait fait perdre Moscovici en 2002, Pierre-Olivier Fabre. Voilà, Pierre-Olivier Fabre, qui a osé le pas de venir nous rejoindre. J'appelle maintenant notre tête de liste du Jura, Bernard Brognaud. Sans oublier, et on l'a entendu, Lyon avec Didier Hamelin. Moi-même pour la Saône-et-Loire, mais je souhaite inviter France Robert qui sera ma représentante sur Autun. Et qui sera deuxième sur la liste. Pour une raison simple, c'est une dame qui vient de l'écologie intelligente. France Robert apprécie beaucoup Pierre Rabhi. Elle a apporté des idées nouvelles au niveau de l'écologie. C'est une idée aujourd'hui qu'il faut développer. On voit très bien comment elle est représentée en France. Moi, je pense que c'est une idée qui dépasse les clivages. Et j'ai voulu donner cette importance-là à ma liste en appelant France Robert à être deuxième sur la liste de Saône-et-Loire. Pour la Saône-et-Loire, j'ai déjà cité. Alors, Denis Husseur, pour la Haute-Saône,
n'est pas encore arrivé pour une raison simple. Elle est traversée la Haute-Saône après avoir travaillé. Il m'a dit j'arrive vers 20h20. Bon, j'ai l'impression que le temps est passé. En tout cas, il doit tout prochainement. Il doit tout prochainement arriver et viendra s'asseoir à côté de nous. Il me semble que j'ai oublié personne. Non? Eh bien dans ce cas-là, j'invite Nicolas Dupont-Aignan à venir prendre la parole et je vous remercie. Merci à vous, je les ai déjà salués. Allez, viens là. Écoutez, je le mets un peu plus haut. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous, entouré de ces brillants candidats et avec notre chef de file pour la région Bourgogne-Franche-Comté, Maxime Thiebaud. Alors, après, il va aller s'asseoir, rassurez-vous, je ne vais pas le garder là. Moi, je crois beaucoup en lui, parce que la valeur n'attend pas le nombre des années. Et on a beaucoup de chance d'avoir Maxime comme tête de liste. C'est le Benjamin de France des têtes de liste régionales. Et je n'accepte pas le jeunisme, je n'aime pas le jeunisme. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est mieux que les autres. Et on s'en aperçoit d'ailleurs en vieillissant un peu. Mais plus sérieusement, c'est parce qu'on peut avoir des jeunes qui ont une grande maturité. Et cette grande maturité alliée aux qualités de la jeunesse peut faire un formidable moteur pour entreprendre de grandes choses. Et c'est pourquoi je suis absolument convaincu que Maxime est un très bon candidat. Et nous l'avons choisi à Debout la France, pas parce qu'il était jeune seulement, mais parce que justement, il apportait cette force dont on a besoin dans la vie politique de notre pays, et notamment dans cette région. Alors je vous demande de l'applaudir parce que c'est une rude tâche pour lui. C'est sûr qu'il faut donner beaucoup plus. Il faut donner beaucoup plus dans la vie politique quand on est une femme, et tu le sais, parce que la vie politique est très misogyne et très dure pour les femmes. Et il faut donner beaucoup plus dans la vie politique quand on est jeune, parce qu'on vous attend au tournant, parce qu'il y a des jalousies, parce que les gens, à travers ta jeunesse, vont croire que tu les remets en cause. Tous ces élus qui ont tant fait de bêtises depuis des années et qui se croient propriétaires de leur charge, comme sous l'Ancien Régime. Eh bien, on va prouver aux élections régionales que personne n'est propriétaire de sa charge et que le seul propriétaire des élus, c'est vous, c'est le peuple. Et si on rappelait aux élus qu'ils ne sont là que par la volonté du peuple, voilà pourquoi je suis très fier. Alors, merci d'être là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ce soir? J'ai envie de vous dire deux choses très simples. La première, c'est qu'il faut croire en notre pays. Mais la deuxième, c'est que pour croire en notre pays, il faut prendre le pouvoir, le reprendre. J'en parlais il y a un instant. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. Et on l'a oublié en France. On l'a oublié. On a infantilisé les Français. On les a culpabilisés d'exister comme peuple. Cela fait des années qu'on vous fait croire, qu'on nous fait croire que nous sommes flemmards, que nous ne sommes pas intelligents, que nous sommes le dernier des pays. Et pourtant la France, c'est la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Pourtant la France, c'est la première destination touristique du monde. Pourtant la France, elle est enviée, elle représente quelque chose dans le cœur des peuples du monde entier. Malgré la nullité, l'incompétence, la lâcheté des dirigeants qui se succèdent depuis plus de 20 ans. Ça veut bien dire qu'on est un peuple exceptionnel. Parce que pour survivre à de si mauvais dirigeants, je peux vous assurer que les Français sont exceptionnels. Simplement, ils perdent la foi. Combien de visites j'ai pu faire dans le pays, à voir comme aujourd'hui à Auxerre, des jeunes de talent et de moins jeunes, des inventeurs,
des techniciens, des agriculteurs, ce matin au salon de l'élevage, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Une France qui vibre, et en même temps, qui est totalement découragée, qui est totalement éteinte, qui croit que rien n'est possible. Et notre travail, à nous, Debout la France, c'est de réveiller les Français. C'est de leur dire, notre pays a de grandes faiblesses, oui, par la faute des mesures qui ont été prises depuis des années. Mais notre pays a aussi beaucoup d'atouts. Je pensais, il n'y a pas longtemps, je passais à Caen. Caen, c'était une ville qui a été, à la fin de la guerre, rasée. Il n'y avait plus rien à Caen. Et je me disais, en regardant cette ville, il y a quoi, 70 ans maintenant, cette ville n'existait plus, il n'y avait rien. Et pourtant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, se sont relevés les manches, ont cru en la France et l'ont reconstruite. Et ils ont fait de la France une des premières nations du monde. Une France qui était à genoux, qui avait été dans la collaboration, dans l'indignité, qui avait tout perdu. Ils ont redressé la France. Et toute la journée, on leur a pas dit « Vous n'êtes pas bon, vous êtes petits, la France ne peut plus s'en sortir, on ne peut rien faire. » Et donc je me suis dit, mais la situation à Caen, il y a 70 ans, elle était bien pire qu'aujourd'hui. Alors pourquoi nous, on n'est pas capable de se redresser les manches, de se retrousser les manches, de redresser le pays? Pourquoi ce défaitisme permanent? Pourquoi on serait soumis aux autres éternellement? Expliquez-moi. Mais comment se fait-il que beaucoup de nos compatriotes qui aiment leur pays n'y croient plus, ou croient que cela n'est pas possible? Parce que toute la journée, on entend les mêmes discours défaitistes. Parce que toute la journée, on vous explique qu'on ne peut rien faire. Mais c'est curieux, vous allez dans le monde entier, vous avez des pays beaucoup plus petits, beaucoup plus faibles, qui ont envie de gagner, qui se battent, qui se protègent, qui attaquent, qui ont une vision. J'étais il n'y a pas longtemps dans le sud-est asiatique, un petit pays comme Singapour, 3 millions d'habitants, qui n'avait rien, qui est devenu l'une des premières puissances mondiales en termes de richesse. Le Vietnam, pays communiste qui était à bout il y a 40 ans ou 30 ans, qui produit, qui se développe, qui a des écoles où ils apprennent, où il y a une rigueur. Et pourtant, c'est un pays communiste. Des pays, en revanche, comme la Corée, qui n'ont pas plus d'habitants que la France, et qui partent à la conquête du monde. Donc ça veut dire quoi? Et c'est ce que j'ai envie de vous communiquer ce soir. C'est que c'est dans la tête. C'est que vous avez un virus dans la tête. Le virus du défaitisme, de l'abandon, de la lâcheté, de la fainéantise. C'est-à-dire on s'arrête, on se couche, on attend, et on ne peut rien faire. Voilà. Mais ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la nôtre. C'est parce que nous avons des dirigeants qui ont abandonné. Nous avons des dirigeants qui ont vendu la France par appartement. Quand je pense par exemple, un exemple parmi d'autres, qu'à Toulouse, le ministre, M. Macron, qui se croit très moderne, a vendu l'aéroport de Toulouse aux Chinois pour une bouchée de pain, alors qu'il y avait une entreprise française qui voulait le reprendre. Et l'aéroport de Toulouse, c'est le centre d'essai en vol d'Airbus, la première industrie aéronautique du monde. Et vous croyez que les Chinois, ils ont acheté par hasard l'aéroport de Toulouse? Ça veut dire que dès maintenant, les Chinois sont en train de débaucher les meilleurs ingénieurs de la région, les meilleures entreprises, pour faire du transfert de technologie et pour dans 10 ans nous concurrencer. Alors il ne faudra pas les se plaindre. Nous avons des traîtres au pouvoir. Oui, je pèse mes mots, c'est de la haute trahison. Quand on accepte, sans bouger, de voir 1 million d'emplois industriels délocalisés, quand on accepte de voir nos meilleurs ingénieurs partir à l'étranger, quand on accepte de voir 400 000 chercheurs européens vivant aux États-Unis, quand on accepte en même temps de laisser entrer sur notre sol des centaines de milliers d'étrangers. Je n'ai rien contre les étrangers, je dis simplement que nous n'avons plus la capacité d'accueillir des migrants. Ce n'est plus possible. Et quand on veut nous culpabiliser dans les 15 derniers jours, ou le dernier mois depuis début septembre, d'hystérie collective dans notre pays,
où on nous a voulu nous faire passer pour des méchants, des sans-cœurs, parce que nous n'acceptons pas la terre entière. Mais le Qatar, l'Arabie Saoudite, pourquoi ils n'ont pas accueilli les Syriens? Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi la Turquie, à qui on a donné des milliards d'euros, fait partir les Syriens pour nous déstabiliser. Expliquez-moi comment on peut accepter de voir des gens dormir dans la rue dans notre pays et en même temps accueillir toujours plus de personnes qu'on ne pourra pas loger, éduquer, faire travailler. C'est criminel pour ces gens-là à qui on donne un faux espoir, alors que notre vrai boulot, ce serait de les aider à travailler chez eux, à reconstruire leur pays. Et il a fallu se battre contre une espèce de situation. Moi, j'en ai assez de cette inquisition permanente, dont a été d'ailleurs victime Madame Morano. Je n'ai pas de sympathie particulière pour Nadine Morano, mais qui dit parfois des choses un peu... mais qui n'a rien dit de mal, qui a simplement rappelé qui nous sommes et d'où nous venons, et qui a employé d'ailleurs le terme majoritaire, qu'on a zappé. Procès d'intention comme sous l'Inquisition. On invente des propos, et ensuite on dit c'est mal, et on lynche les gens. Cela veut dire qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire qu'on veut défendre une civilisation, l'égalité des sexes, que nous sommes un pays d'origine chrétienne, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on ne peut pas vivre ensemble de toutes les religions, de toutes les origines, à la condition de respecter nos valeurs, les lois de la République. Et c'est ça. Après le suicide économique, après le suicide social, les travailleurs détachés, je voyais une entreprise tout à l'heure, du bâtiment, 500 000 travailleurs détachés. Je n'ai rien, croyez-le-moi, contre les Polonais et les Roumains, mais je ne trouve pas normal que des Polonais et des Roumains viennent dans notre pays travailler et que les entreprises qui les emploient ne payent pas la sécurité sociale française et payent la sécurité sociale du pays d'origine. C'est scandaleux parce que c'est du dumping social sur notre sol. Et c'est injuste. À partir du moment où on accepte des règles de concurrence déloyales, on tue l'économie libérale, on tue l'économie de notre pays puisqu'on n'a pas les mêmes dispositions. Et vous le voyez, nous avons des dirigeants qui depuis 20 ans, de droite et de gauche, ont été prisonniers d'un mythe, le mythe de l'Union européenne qui n'a rien à voir avec l'Europe. Et j'insiste là-dessus, là aussi on vous a culpabilisé. Si vous ne vous couchez pas devant des technocrates, bureaucrates à Bruxelles, qui ne sont élus par personne, qui prennent des décisions sous la pression des intérêts financiers, on voit l'affaire du scandale Volkswagen, on pourrait parler du scandale alimentaire aussi, de la viande frelatée. Bref, on vous fait passer pour Européens des traîtres à l'Europe, des gens qui ont défiguré la construction européenne, et on veut vous culpabiliser, et si on le dit, on est des mauvais, des méchants. Mais moi j'en ai assez de cette politique de bande dessinée faite pour des imbéciles. Et le peuple français n'est pas idiot. Et le peuple français, il faut simplement lui dire à un moment, mais ne te laisse plus faire, réagis. Mais pour réagir, et on en vient au point clé, pour réagir, pour croire en la France, faut-il encore que l'on soit capable, et c'est notre boulot à nous, hommes politiques, de proposer une offre politique sérieuse de redressement. Et c'est là où nous voyons bien le piège dans lequel le Parti Socialiste et l'UMP, je ne les appellerai pas républicains parce que personne n'a le monopole de la République, sinon on appelle notre parti les Français, hein, et je n'oserais pas. Donc, le Parti Socialiste et l'UMP ont inventé le Front National comme moyen pour eux de se maintenir éternellement au pouvoir. Et ils jouent les uns les autres. Souvenez-vous de ce qu'a été le Parti communiste dans les années 50. Ah, il était très pratique. Il drainait jusqu'à 40% des Français, il protestait, il disait des choses justes parfois, comme le Front National, et je le dis, j'ai pas de complexe à le dire, dit des choses justes parfois. Il n'y a aucun complexe à le dire. Mais la vraie question n'est pas de dire des choses justes, la vraie question n'est pas de protester, la vraie question est de gouverner. Et nous le voyons bien, les Français ne veulent plus gouverner avec le Parti Socialiste et avec l'UMP, mais ne veulent pas pour autant donner les clés de la maison à une famille. Et vous voyez bien la contradiction, vous voyez bien le piège béant. Le piège béant,
c'est que les partis du système se nourrissent des extrêmes et qu'un Jean-Luc Mélenchon qui vocifère mais qui ne propose pas de solution, ou une Marine Le Pen qui a un programme économique irréaliste, sont pain béni pour le Parti Socialiste et l'UMP qui se disent au deuxième tour, on s'en tirera toujours. D'ailleurs, quelle importance que ce soit un jour le socialiste, un autre jour l'UMP, puisque c'est les mêmes. C'est le même programme, ce sont les mêmes maîtres, ils sont à Bruxelles, ils sont à Francfort, ils sont à New York. C'est une mondialisation inhumaine qui est en train de broyer notre civilisation, qui est en train de broyer tout ce qu'ont pu conquérir nos parents. Et vous le voyez bien, le piège est là. Alors quel est mon objectif? Pourquoi je suis là devant vous? Pourquoi un certain nombre d'entre vous, vous m'aidez depuis des années dans ce combat très difficile? Eh bien, c'est pour offrir le parti politique qui manque à la France. C'est pour offrir une rupture sans l'aventure. C'est pour offrir un changement rapide, sans brutalité et dans l'esprit de rassemblement. Le gaullisme, c'est quoi? C'est pas une nostalgie, on ne va pas ressusciter le général de Gaulle. On va pas revenir en 1958. Simplement, le gaullisme, c'est une expérience de redressement national. Et il y en a eu deux. Oui, il a donné deux fois quand même à la France. D'abord en 1940, quand nos élites, comme aujourd'hui, avaient tout abandonné. Il a osé dire stop. Et il a rassemblé. Et ça venait de l'action française au Parti communiste. Et il n'a pas regardé l'étiquette des pompiers à partir du moment où il voulait éteindre l'incendie. Comme nous rassemblons à Debout la France, des gens qui viennent de partout. Et je dis bienvenue à ceux qui viennent de gauche, de droite, du Front National et d'ailleurs, puisqu'ils épousent notre ligne, la ligne patriotique, sereine, crédible, sérieuse. Le rassemblement. Il l'a fait en 1940, il l'a fait ensuite en 1958. Et puis, il n'y a pas que le rassemblement, il y a une politique concrète. J'ai bien aimé ce qu'a dit Maxime, le concret, je vais parler de la région, rassurez-vous. Le concret. Parce qu'il ne sert à rien de protester, il ne sert à rien de critiquer, si nous ne sommes pas capables de proposer une sortie de crise. Et notre patriotisme, il est simple, et je le résume très brièvement. Redonner d'abord à la France la maîtrise de son destin. Ça veut dire très clairement que la France doit maîtriser ses frontières, ses lois, son budget et sa monnaie, que tous les pays libres. Pourquoi l'Europe s'effondre? Pourquoi aujourd'hui l'Europe est le continent malade du monde? Mais parce que c'est le seul continent où des dirigeants politiques se sont suicidés et ont abandonné les leviers du pouvoir. Il n'y a pas d'État, on l'apprend en première année de sciences politiques ou en première année de droit. Il n'y a pas d'État qui peut fonctionner s'il n'y a pas le contrôle de ses frontières. Est-ce que vous avez supprimé les portes et les fenêtres de votre maison? Est-ce que vous avez ouvert le frigidaire? Open bar, ça ne peut pas continuer. C'est le premier point. Il n'y a pas d'État qui peut fonctionner si vous ne maîtrisez pas votre budget. L'Union européenne nous coûte 9 milliards d'euros. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire pour nos agriculteurs avec ces 9 milliards que nous donnons à Bruxelles en pure perte? On ne peut pas développer notre pays sans notre monnaie. C'est ce qu'a compris Cameron en Angleterre, qui a relancé son économie. On ne peut pas conduire une démocratie sans voter nos lois et sans pouvoir sanctionner des équipes politiques qui gouvernent mal. Or, vous le voyez, j'étais au salon de Clermont-Ferrand, le ministre de l'Agriculture, qui n'est pas ministre, il est petit commissaire du grand commissaire européen, il est venu au salon de l'Agriculture à Rennes et puis après à Clermont-Ferrand en disant « je peux rien pour vous ». Mais ils ne peuvent rien puisqu'ils ne décident plus rien, ils obéissent aux autres, ils ne sont plus responsables politiquement. Et ça me peut vous paraître sévère ce que je dis, mais je le pense parce que je le vis tous les jours. À chaque fois, ils me croisent à l'Assemblée nationale et on me dit « tu as raison ». Encore un très grand homme politique hier, à la buvette de l'Assemblée, qui me dit « tu sais, finalement, Nicolas, on est d'accord à 90% sur tout ». Je lui dis « mais c'est extraordinaire, mais tu as voté tous les traités qui ont déshabillé le pouvoir, qui font qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Oui, tu as raison, mais on ne pouvait pas faire autrement. » Donc, d'abord, le patriotisme, le gaullisme d'aujourd'hui, c'est récupérer les leviers du pouvoir pour enfin être en capacité de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas d'être souverain.
chez soi. Il faut savoir vers où on va, quelle société on veut bâtir. Et nous voulons bâtir une belle société. La belle société, c'est quoi? C'est rétablir le moteur économique. Car s'il n'y a pas de moteur économique, il n'y a pas de richesse à partager. Donc ça veut dire baisser les charges sur les PME, ça veut dire un bonus pour les entreprises qui relocalisent, un malus pour les entreprises qui délocalisent. C'est ce que voulait faire Montebourg. Il avait raison. J'aime beaucoup Montebourg, je m'entends bien avec lui. Et il a abandonné ce pouvoir aux abois parce que lui avait une idée de ce qu'il voulait faire. Je suis désolé, en Saône-et-Loire, ça ne plaît peut-être pas que je dise ça, mais c'est pas grave. Parce qu'il a compris qu'on était gouverné par des gens qui avaient abandonné. Et on en a suffisamment parlé ensemble. Oui, un bonus pour les entreprises qui relocalisent, car il faut relocaliser 1 million d'emplois dans notre pays. Et c'est possible. Obama l'a fait aux États-Unis. Et d'ailleurs, toutes ces affaires, BNP, Volkswagen, c'est une guerre économique que mènent les États-Unis contre l'Europe. Donc il serait temps de défendre nos intérêts. C'est l'enjeu. Mais nous sommes gaullistes, nous sommes des gaullistes sociaux. Et moi, je prends au partage social aussi. À partir du moment où on travaille, à partir du moment où on fait un effort, on doit être récompensé de l'effort. Et quand je vois certains patrons s'en mettre plein les poches, des dizaines de millions d'euros, alors qu'ils n'ont jamais rien fait, si ce n'est licencier des gens, je me dis que c'est ahurissant. Et oui, je pense que nous devons lancer la grande réforme de la participation dans l'entreprise, comme nous devons développer l'accession sociale à la propriété, comme nous devons développer la formation professionnelle, et je vais vous en parler dans un instant pour la région. En un mot, c'est l'effort et c'est la justice, c'est l'ordre et c'est le rassemblement des Français. En un mot, c'est tout ce que on aime, une France qui soit forte, qui fait un effort, mais on est tous dans le même bateau, et si chacun fait un effort, chacun doit avoir une récompense. C'est le contraire de la bureaucratie de gauche, et c'est le contraire de l'ultralibéralisme de droite. Et je vais vous dire très franchement pourquoi je suis en désaccord avec mon ancienne famille de l'UMP. Quand je les entends, les Fillon, Sarkozy, Juppé et autres, qui disent que oh, il faut que dans les entreprises, chacun travaillera en fonction de ce que dira le patron. Il n'y a plus d'horaire obligatoire. Je ne suis pas d'accord. Que les 35 heures soient une catastrophe, oui. Mais pour autant, ça veut dire que dans une petite entreprise, il n'y aurait pas de règles. Et puis dans des grandes, on serait très protégé. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas un minimum de règles, qu'on habite à Auxerre ou à Marseille, on ne travaillerait pas avec les mêmes règles. Mais ce serait pour le coup un désordre, une injustice. Et moi je bats de ça pour mon pays. Vous le comprenez? Ce qu'il faut, c'est alléger le coût du travail, c'est simplifier la vie des entreprises, c'est bien évidemment fortifier notre économie, mais il ne faut pas une nouvelle jungle. Et moi je défendrai, je l'espère, dans les prochaines échéances, l'idée d'un sursaut économique national, mais aussi d'un partage social. Voilà en gros notre philosophie. Alors je pourrais broder sur plein de sujets, il y aura peut-être des questions. Maintenant je voudrais vous parler de la région, parce que vous vous dites qu'il nous a parlé de la France. Ben oui, c'est l'élément essentiel. Si on ne sauve pas la France, ne croyez pas que les régions vont se débrouiller toutes seules. Et il faut arrêter aussi de défaire la France. La France ne peut marcher que si elle est unie. C'est notre logiciel. Et si on croit que, parce que M. Collomb, maire de Lyon, a un bureau en Chine, il va sauver l'économie de la région lyonnaise, eh bien, je peux vous dire qu'il se trompe. C'est la force d'un pays qui va tirer ensuite l'ensemble de l'économie des régions. En revanche, il faut, au niveau des régions, mener de bonnes politiques. Alors, je vais vous donner 3 mots qui synthétisent en tout cas l'idée que nous nous faisons à Debout la France, des régions de France. D'abord, nous sommes hostiles à cette réforme qui a été menée de rassemblement de grandes régions, qui va éloigner encore plus les citoyens des hommes politiques. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas vous voir. Les communes, ils veulent surtout plus de petites communes parce que le maire, il se fait engueuler par ses concitoyens. Alors on crée des structures intercommunales, on recrute du personnel, on passe sa vie dans des réunions qui ne servent à rien. Bon. Et puis on ne voit plus les habitants, c'est tellement mieux. Et puis les départements, ça gêne parce que le conseiller général départemental, il met les pieds dans la glaise. Il était jugé sur ses résultats. Ah, il vaut mieux être beaucoup plus loin. Et puis parler de pôle de compétitivité, des mots savants, brasser de l'air. Voilà le danger de la nouvelle régionalisation. Des grands discours toujours plus loin. Eh bien nous voulons remettre les régions au service des habitants. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les régions, elles sont kidnappées par les partis politiques et par les deux grands partis politiques. Et le troisième qui voudrait avoir un peu de sa part du gâteau. Des fiefs. Alors vous avez vu les personnalités, chacun veut son fief. C'est le retour de la féodalité, des grandes féodalités. Ça n'a rien à voir avec la République. Vous savez la différence entre la République et les féodalités. Les féodalités, il y avait un seigneur qui pompait l'argent des paysans, des serfs, et puis qui le mettait pour son château. En échange, il protégeait ces paysans. Il faut être honnête. Et puis la République, c'était une autre idée, c'était l'idée qu'à partir des paroisses, à partir des communes, eh bien, on allait gérer, autogérer, c'était l'autogestion avant l'heure, autogérer les affaires publiques. Et que finalement, il y avait l'égalité du citoyen. Eh bien, les grandes régions, c'est le retour des féodalités. C'est d'ailleurs la suite d'un mouvement de décentralisation avec les Wattlet. Chacun est dans son fief. Alors, il y a les grands féodaux qui veulent leur grand fief, bien sûr. Alors, vous connaissez, Bertrand veut le Nord, qui veut le Rhône-Alpes, le Midi, enfin bon, vous avez tous les grands fiefs. Mais les habitants dans tout ça, la démocratie, l'efficacité. Alors moi j'ai 3 mots. Intégrité, proximité, sobriété. Alors je sais qu'en Bourgogne, sobriété, je ne sais pas si c'est très mais on peut consommer du bon vin et être sobre. Voilà. Surtout quand il est très bon. Il ne faut pas en abuser. Intégrité, ça veut dire quoi? Servir sans se servir. Alors je vais être très clair. Il y a 90% des élus qui servent sans se servir. Et qui se donnent beaucoup. Et les maires qui sont dans la salle le savent. Mais il y a une petite minorité qui se sert avant de servir. Et les partis politiques traditionnels n'ont pas fait le ménage. Je viens d'un département, l'Essonne, pourri jusqu'à la moelle. Et j'ai lutté, je peux vous dire. Et je lutte toujours. Ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Je ne suis pas un chevalier blanc. Je n'aime pas les donneurs de leçons morales. Je n'aime pas ça. Parce que je crois qu'il faut toujours avoir beaucoup d'humilité. En revanche, nous avons un devoir d'exemplarité. Et si on ne le comprend pas, ce qu'on a vu sur les images dans le monde entier du directeur des ressources humaines d'Air France, à poil sur son grillage, demain ce sera des élus qui seront comme ça. Je vous le dis. Parce que si on ne comprend pas que l'heure est grave, si on ne comprend pas que nos concitoyens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, nos retraités qui voient les retraites ne plus augmenter, car c'est quand même un gouvernement socialiste qui a désindexé les pensions de retraite. C'est quand même incroyable de voir ça. Qui a soi-disant le cœur sur la main pour accueillir tous les migrants du monde, mais qui a désindexé les pensions des petites retraites. C'est incroyable. Eh bien, si les élus ne réalisent pas que leurs hôtels de région à 300 millions, que leurs privilèges, que ces mises en examen, ces élus condamnés, qui sont maintenus éternellement dans les partis politiques, ça ne se voit pas, ils se trompent. Alors bien sûr, je ne dis pas que tous les élus sont comme ça, c'est pas vrai. Mais à force de ne jamais faire le ménage, eh bien c'est tous les élus qui sont décrédibilisés. Et il ne faut pas s'étonner d'entendre dans les rues tous pourris. Je ne l'accepte pas. Alors, il y a des mesures à prendre, et nous avons plusieurs mesures phares. Les élus avec nous au conseil régional seront payés à la proportion de leur travail. Ça veut dire de leur présence et de leurs travaux d'écriture, rapport en commission, proposition. Il n'y a pas un métier au monde où on est payé sans travailler. Ça n'existe pas. Sauf dans les conseils régionaux, ça m'étonne. Ce n'est pas le cas dans les mairies parce qu'on voit le travail qui est fait. Et ils ne sont pas lourds payés, je peux vous le dire. En revanche, il est inacceptable que des conseillers régionaux qui ne viennent jamais aux séances. D'ailleurs, il y a eu un record en Ile-de-France, mon adversaire du Front National, en Picardie, n'a jamais foutu les pieds au conseil régional de Picardie et il a eu une amende. Et il est conseiller candidat en Ile-de-France. C'est ahurissant. Ahurissant. Deuxième mesure, les élus mis en examen seront suspendus provisoirement le temps qu'ils assurent leur défense. Et les élus condamnés seront inéligibles à vie. Troisième mesure, diminution du nombre des vice-présidences.
les socialistes, ils ont créé une vice-présidence. Ah bah oui, ils ont fusionné les régions, ils n'ont pas réduit le nombre de conseillers régionaux, et puis ils se sont dit, il n'y a plus qu'un président, donc il faut qu'on crée un autre vice-président. Mais c'est ahurissant, là aussi. Réduction par 2 des vice-présidences, diminution par 4 des frais de communication. Parce que moi, franchement, j'ai jamais voulu, comme maire, qu'on voit ma bobine dans le journal municipal, parce que je suis maire, j'ai pas besoin de me mettre en photo, mais dans votre boîte aux lettres, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les semaines, vous recevez un journal. Alors le journal de la commune, le journal du département, le journal de la communauté d'agglomération, le journal de la région. À force de faire des journaux, d'ailleurs, ils n'ont plus le temps de travailler, puisqu'ils passent leur vie à se faire entendre en photo. Donc ça n'a aucun sens. Je plaisante, mais c'est grave, franchement. Il ne faut pas s'étonner après que les élus soient décrédibilisés. Cette éthique, cet esprit de responsabilité, nous y croyons et tous les membres de nos listes signeront une charte d'éthique. Ça me paraît extrêmement important. Et je peux vous le dire, nous ferons le ménage, si par hasard, par malagarde, parce que ça peut toujours exister, il y a des brebis galeuses chez nous, immédiatement, elles seront écartées. Le deuxième mot auquel je tiens, c'est le mot de proximité. Là encore, est-ce que la région est faite pour concentrer toutes les richesses à Dijon, ou est-ce que la région est faite pour partager les richesses entre tous les départements de cette magnifique double région Franche-Comté-Bourgogne? C'est ça la question. Que les habitants de Dijon ne se méprennent pas. Tu es là. Bien que tu sois à gauche d'ailleurs. Là-bas. Il ne s'agit pas de critiquer la métropole, mais si on engorge les métropoles, Besançon et Dijon, qu'on y vit plus mal, et que parallèlement on déshabille les villes moyennes, quel sera le gain? Il y a eu un célèbre livre, Paris et le désert français. On est en train de créer 13 métropoles régionales et le désert de leur région. C'est ça qui est en train de se faire. Et j'insiste là-dessus, s'il y a un engagement, et si vous devez retenir une chose de notre programme régional, c'est cette volonté de répartir équitablement entre les départements, les villes moyennes, les richesses de la région. Car notre pays est riche de ses différences, riche de ses terroirs. On a traversé de Clermont-Ferrand à ici trop vite, beaucoup trop vite, tellement le pays est beau, tellement nous avons des atouts. Et ces atouts, on les quitterait parce qu'il faudrait obligatoirement les faire, ces études à Dijon, parce qu'il faudrait obligatoirement trouver un boulot là-bas, alors que la révolution technologique du haut débit, de la fibre optique, permet d'avoir Internet partout, le télétravail. J'ai été le premier élu à câbler très haut débit sa ville, en banlieue parisienne. Je suis une des premières villes de France, à l'exception des centres-villes, des capitales. Très haut débit dans tous les foyers de ma ville, c'est fini cette année. Ça a révolutionné le mode de fonctionnement. Des gens travaillent à domicile, des petites entreprises se sont créées. Le changement est inimaginable. Et c'est bien normal. Comment croyez-vous, vous allez attirer des entreprises, comme le disait Maxime, qui sont capables de faire leur comptabilité par Internet en Inde ou à l'île Maurice, si dans une ville moyenne de votre département, on ne peut pas avoir Internet haut débit? C'est absurde. C'est exactement comme si, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on avait refusé les voies ferrées. Alors, au lieu de vouloir se polariser, chacun avoir son rond-point, ou même sa médiathèque, pardonnez-moi, ou sa salle de spectacle, il serait peut-être temps de rentrer dans le XXIe siècle, de câbler tous les villages de France en très haut débit. Et c'est pas si cher. Beaucoup moins cher que beaucoup d'investissements faramineux. Quand on pense qu'on va investir 8 milliards pour rapprocher Toulouse de 20 minutes, 8 milliards, alors qu'on laisse crever tous les trains régionaux, 8 milliards pour le fameux TGV qui va se prolonger après Bordeaux, 8 milliards, et qu'on n'est pas capable d'investir les 4 à 5 milliards qu'il faut pour fibrer en très haut débit et vous permettre d'avoir pas seulement des distractions, de la télévision, mais du travail à domicile. C'est une révolution. J'insiste là-dessus, on ne vous en parle jamais assez. Proximité, c'est quoi? C'est permettre aux étudiants de faire leurs études près de chez eux. Alors il ne s'agit pas de multiplier les universités, bien sûr, danger, mais au moins, pour celles qui existent, nous étions à Nevers tout à l'heure, d'avoir des cursus
et en plus là aussi la révolution Internet. Quand on pense que demain, vous allez pouvoir avoir les meilleurs professeurs du monde entier qui font un cours, les meilleurs des universités américaines, des universités japonaises, des chinoises, françaises, qui pourront faire un cours à Nevers, le meilleur cours dans une discipline, et vous pourrez le voir sur Internet, et en même temps les professeurs qui sont là pourront accompagner les élèves, changer le mode de fonctionnement. Nous vivons prisonniers du passé. Nous ne voyons pas le monde de demain. La révolution numérique redonne un atout extraordinaire à nos campagnes, redonne un atout extraordinaire à nos villes moyennes. Et nous, on continue d'entasser les gens dans nos métropoles régionales, à construire des zéniths, des tramways très coûteux, parce que c'est la fierté des élus. Avec l'argent, entre parenthèses, des ruraux. C'est un peu facile. Alors, profitons de notre territoire exceptionnel. Tu parlais agriculture et France Robert. Écologie. Là aussi, nous avons des atouts extraordinaires avec nos terroirs. Visons la qualité. Quand vous pensez que notre pays est importateur de produits bio, importateur, et qu'on n'est pas capable de produire chez nous des productions qu'on pourrait faire tout près de chez nous, et que tout ferme. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais cette proximité, vivre et travailler au pays. Alors on m'a dit que c'était un slogan communiste des années 80, eh bien je m'en félicite tout à fait, ça ne me gêne pas du tout. Vivre et travailler au pays, c'est un vrai... Sincèrement, je vous demande de réfléchir à ce que je vous dis. Le monde de demain nous donne des atouts extraordinaires pour notre pays. Le monde de demain sera un monde de qualité, d'effort, de rigueur. Ça veut dire, entre parenthèses, réforme de notre système éducatif. Et je voudrais finir pour la région, toujours sur ce thème de proximité, sur la formation professionnelle. J'étais sur l'université, puis j'ai un peu dérapé, parce que je me laisse un peu aller à vous parler sincèrement. Formation professionnelle, moi j'en ai assez de voir les crédits de la région servir à former les cadres de grandes entreprises pour apprendre l'anglais ou une autre langue, alors que c'est aux grandes entreprises de payer leur formation. En revanche, j'en ai assez à l'inverse de recevoir dans ma permanence, en Essonne, mais c'est pareil chez vous, des jeunes sans formation professionnelle, qui sortent du système scolaire brisé, qui ont le droit à une seconde chance. On peut avoir fait des bêtises dans sa vie à 17 ans. Qui n'a pas fait de bêtises dans sa vie? Mais pourquoi, en France, on n'a jamais le droit à une seconde chance? Pourquoi on fige les destins? Pourquoi on fige les destins? Ah, vous n'avez pas été bon en maths en 4e parce que vous aviez un prof absent? Et tout votre destin va être décidé là, parce qu'on va vous dire, ah, tu dois t'orienter comme ci. Qui n'a pas le droit de changer d'orientation? Qui n'a pas le droit de changer d'orientation? De refaire sa vie? On ne peut pas en France. On ne peut pas. On vous condamne à être chômeur, on vous condamne à garder la même profession. Et quand on veut suivre les passerelles, c'est très compliqué. Et quand vous frappez à la porte des régions, on vous dit, ah ben il n'y a pas de formation. Ah c'est compliqué. Ah ben il faut payer. Et comment on paye quand on est chômeur de longue durée? Comment on paye quand on est manœuvre et qu'on a eu des petits boulots à partir de 17 ans parce qu'on a peut-être fait une bêtise un jour? Moi je veux redonner une seconde chance aux jeunes. Et c'est notre carte de sécurité professionnelle. C'est que chaque jeune qui sort du système scolaire tôt, la collectivité lui offre une carte de sécurité professionnelle où il a un crédit de formation. Parce que le jeune qui va dans une université pendant 10 ans, l'État paye beaucoup pour lui. Celui qui s'arrête très tôt, l'État ne donne rien, eh bien, il gardera un crédit. Et chacun au cours de sa vie pourra utiliser ce crédit de formation professionnelle pour changer de voie, pour découvrir de nouveaux métiers, pour appréhender de nouvelles technologies. On a vu des robots à Auxerre. La robotisation de la société va aller beaucoup plus vite que vous croyez. Le Japon multiplie les robots. Dans 10 ans, vous verrez que nous aurons des robots dans toutes les tâches. Est-ce que ces robots sont fabriqués à l'étranger? Est-ce qu'on saura les utiliser en France? Eh bien là, nous avons des métiers nouveaux que nous pouvons absolument aller. Les entreprises nous disent on cherche des jeunes à qualifier, à former, on n'en trouve pas. Mais quel gâchis! Et pendant ce temps-là, on a une jeunesse qui se perd, qui s'abîme dans l'oisiveté parfois. Donc vous le voyez, la région a un rôle clé à jouer pour offrir cette seconde chance.
Proximité aussi, car ça peut se faire n'importe où. Il n'y a pas besoin de venir à Dijon ou à Besançon. Et croyez-moi, je n'ai rien contre Besançon. Soyons clairs. Qui sont des villes qui sont portées par le développement et qui ont leurs soucis aussi, mais qui malgré tout ont des gros soucis, comme tous les Français, mais qui ont plus de chances que d'autres. Il faut les aider aussi, mais ça ne sert à rien de les engorger. Et il faut bien répartir. Dernier mot, et je ne veux pas être trop long parce que je suis beaucoup trop bavard ce soir, parce que je suis content de vous voir, c'est la sobriété. Ce n'est pas toujours une question d'argent. Et si on dépensait un peu moins? Et si on arrêtait les projets fous? Et si avant chaque dépense, on se posait la question de savoir, ça représente combien de taxes d'habitation? Moi, dans ma mairie, j'ai été élu dans une ville en faillite il y a 20 ans. J'ai divisé la dette par 2. J'étais en faillite. Et à mes élus et à mes services, je dis toujours une seule chose. Quand vous dépensez 2000 €, dites-vous que c'est la taxe d'habitation d'un foyer. Voilà. Donc quand vous dépensez 10 000 €, vous vous dites, c'est l'argent de 5 foyers. Visualisez les gens qui sont derrière. Et dites-vous qu'on n'a que 14 000 foyers. Donc faites attention. Pourquoi je dis ça? Je te le dis, Maxime, et tous les têtes de liste. Analysez les promesses de vos adversaires. Envoyez des espions. J'espère qu'il y a un espion de mes adversaires, ici. Hein. Et je lui dis de bien l'enregistrer, parce qu'il va voir, ça va souffler. Allez voir, vous allez voir en ce moment. Moi j'ai un adversaire en Ile-de-France, j'en ai plusieurs, mais j'ai Madame Pécresse qui est inarable. Et Madame Pécresse, elle passe partout, elle promet tout à tout le monde. D'abord, elle commence à dire les socialistes, vraiment c'est scandaleux la dette, les impôts, c'est scandaleux. Alors tout le monde dit bravo. Et puis après, elle va avoir chaque catégorie, elle promet plus. Alors un jour c'est 700 bus, le lendemain c'est 1000 rames de métro ou l'inverse. Tous les jours il y a une promesse. Tous les jours. Alors moi je suis un peu désarçonné. Et je me dis, mais c'est curieux, comment elle va faire? Et je lui ai dit dans un débat, je lui ai dit, mais comment vous allez faire puisque vous promettez toujours plus et vous nous avez promis de baisser les impôts ou du moins de ne pas les augmenter. Bon, j'ai pas l'impression que mon argument l'ait ébranlé. Remarquez, comme ministre de Sarkozy, elle a endetté la France de 600 milliards, en 5 ans, on dirait ce n'est que 100 milliards par an, et on comprend pourquoi ça s'est mal fini. Alors malheureusement, le suivant a été pire. Mais le problème de fond est là. Si on ne change pas de comportement vis-à-vis de la dépense publique, on n'y arrivera pas. Alors, je le dis très clairement, moins de promesses et plus de réalité. Des projets moins chers, des projets qui n'induisent pas des coûts de fonctionnement, mais qui au contraire permettent de créer de la richesse. Et c'est le point clé de demain. Si nous voulons retrouver une crédibilité politique, nous devons prouver que chaque centime que nous dépensons, nous le dépensons à bon escient, en réfléchissant à son impact sur l'emploi, sur la formation, sur l'environnement, sur le bien vivre. C'est une question de sérieux. Alors, est-ce qu'on peut être sérieux en politique en France? Vaste débat. Mais je vais vous dire, je conclurai par ça. Ça ne dépend pas de nous seulement. Ça dépend de vous, ou de nous, global. Souvent, vous avez des amis qui vous disent ouais, tout ça, de toute façon c'est foutu, tous les mêmes, moi je vais plus aller voter, bien fait pour leur gueule. Comme si le fait que monsieur X ou madame Y, dans tel village, ne va pas voter, va impressionner nos dirigeants. Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'ils sont très contents que vous n'ayez plus voté. C'est leur rêve. C'est le rêve américain. Les États-Unis, 50% d'abstention, les pauvres, les exclus, personne ne vote plus. Et puis, il y a deux clientèles qui se partagent le pouvoir. Oh, grosso modo, ils font la même chose. Et puis, le paquet cadeau, il y a un paquet cadeau de gauche, un paquet cadeau de droite. Et puis, on a transformé les citoyens en consommateurs. D'ailleurs, quand j'écoute les publicités à la télévision, j'écoute rarement la télévision parce que ça me casse un peu les pieds, mais je me dis, quand on pense toutes les publicités qui abrutissent les gens, pour la voiture, pour le robot ménager, pour tout ça, et que si on prenait un peu de ces publicités pour faire des publicités politiques, pas à l'américaine, mais pour au moins parler aux Français de leur vie, du choix public, car le vrai danger, c'est l'indifférence.
Je préfère avoir un adversaire qui me combat. Je préfère débattre dans la rue, dans une salle avec des gens qui me combattent, plutôt que d'être face à la différence. Et notre objectif, mes amis, si l'on veut sauver notre pays, c'est de combattre la différence et d'aller voir les abstentionnistes. Oui. J'ai fait un petit calcul. Il y a 10% des Français qui ne sont plus inscrits sur les listes électorales. 4 millions. 4 millions. Il y a 50% d'abstention, il y a 44 millions d'électeurs. Ça fait 22 millions. 22 millions plus 4 millions, il y a 26 millions de Français qui, ne croyant plus en rien en politique, ne vont pas voter. Ils se lavent les mains de Ponce Pilate, de leur pays et de leur avenir. Est-ce que c'est de leur faute? Pas seulement parce que les pauvres, ils en ont tellement entendu des vertes et des pas mûres. Mais je suis sûr que si je vous posais une question dans la salle, il y en a qui se diraient, bon, il a l'air peut-être pas mal celui-là, mais est-ce qu'il frappe pas comme les autres? J'en suis certain. 26 millions de nos concitoyens. C'est-à-dire que si vous vous promenez dans la rue, à chaque fois que vous croisez quelqu'un, il y en a un sur deux qui n'ira jamais voter dans les élections, à l'exception peut-être de la présidentielle ou de la commune. Notre boulot, mes amis, c'est pas d'essayer de grappiller la personne qui aime encore Sarkozy, parce que ça, c'est désespéré comme cas. C'est pas d'aller grappiller. Celui qui croit encore en François Hollande, parce que alors là, c'est encore plus désespéré. C'est une cause perdue, franchement. Notre boulot, c'est de redonner confiance à toutes celles et tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, aiment leur pays, qui sont un peu comme des amoureux déçus, qui disent « Allez, on va pas voter », pour qu'on aille leur dire « Mais si, viens, on t'aime, on va faire quelque chose pour toi. » Simplement, on ne peut pas parler à chacun. Et c'est difficile de vous parler à tous et à chacun en même temps. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous voulez m'aider en tout cas, et si vous voulez aider une nouvelle génération, c'est pas une question d'âge, la nouvelle génération politique, c'est des gens qui ont du bon sens et qui veulent défendre le bien commun. Si vous voulez nous aider à réveiller les Français, à redresser le pays, eh bien c'est d'aller voir chacun de vos voisins et de dire, tu as dans ta main un peu de la France, tu es un bout de la France, et tu as dans ta main un bout de France, ton bulletin de vote. Alors, tu peux dire, ils sont peut-être tous pas bien, je suis le meilleur, etc. Mais il y en a bien un quand même qui est mieux que les autres. Alors je t'en supplie, écoute, regarde, il y a les journaux, il y a la télévision, il y a Internet, il y a les papiers qu'on reçoit pour peu de temps, parce qu'ils veulent supprimer les circulaires électorales. Ah oui, évidemment. Donc, allez parler aux Français, à vos amis, dites-leur, est-ce que tu aimes ton pays? Oui, on l'aime, notre pays, malgré tous ses défauts. Est-ce que tu es content de le voir dans l'état où il est? Si quelqu'un vous dit oui, c'est que vraiment, il va vachement bien, lui, personnellement, ou il est un peu inconscient. Si tu n'es pas content de l'état de ton pays, est-ce que tu es content de ceux qui ont mis ce pays, notre pays, dans cet état? Non. Alors maintenant, choisis. Il y a plusieurs voies. En gros, il y a 3 voies qui s'offrent à toi. Il y a la voie du front de gauche. Oui, pourquoi pas le nier? Mais honnêtement, je ne vois pas comment ça finirait. Il y a la voie du Front National. Elle existe, pourquoi le nier? Et elle est populaire. Mais il y a une autre voie, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus solide, beaucoup plus raisonnable et en même temps courageuse et ambitieuse. C'est la voie du redressement de la France. Et c'est cette voie que je vous propose d'emprunter avec nous. Vive la France, vive la République. Je voudrais quand même, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est de quand même, puisque vous êtes de Lyon, dans Lyon, c'est de nommer les gens de la liste. Il y en a pour une minute, il faut. Donc, à part la Villiers, ici présent, Nicole Fosset. Allez où Nicole? Elle est où Nicole?
François Lagardette, bien François de Torigny-sur-Orge, Allez, bien. agent technique territorial. Sylvie Roux-Ganac de Vélizy, conjoint d'artisan, adjoint au commerce. Notre petit nouveau Hervé Rapon, ingénieur civil à l'agence technique départementale, conseiller municipal de Vernon. Alors Françoise Bernalès est une grande gaulliste, qui est donc présidente d'association dans la région parisienne de la mémoire du général de Gaulle. Qui est moniteur d'auto-école, délégué à la jeunesse et au sport à la ville de Tonnerre. Où est Fatima? Bien. Je crois que c'est Christiane Ragnou de Périgny. J'ai la Christiane. Jean Guibert, qui ne connaît pas Jean-Guy. Et qui est un chef de chœur, il va bien chanter la Marseillaise avec moi. Ah oui, oui. Allez, viens là, parce que moi j'ai plus de voix. Et là, François Chavroche. Allez, fais-toi tout petit. Voilà. Donc, avant de voir le pot de l'amitié, nous allons chanter une Marseillaise. Approchez-la, Jean-Guy. Alors, donne-nous le large. Allez, trois fois. Allons, enfants.